Bonjour tout le monde. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ce matin, pour cette initiation à la norme ISO 9001 2015. On se retrouve dans des circonstances un peu délicates, donc j'espère que tout le monde va bien et que vous vous protégez bien de cette pandémie de coronavirus et espérons qu'elle passe rapidement et sans trop de dégâts pour vous et vos proches et pour toute l'humanité. Pour commencer, je vais m'attendre un peu. Bon, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je suis Mehdi El Arbi. Je suis enseignant universitaire de formation de base. Donc, je suis docteur en chimie moléculaire et en sciences biologiques. Et j'ai fait d'autres formations académiques, des masters de recherche en génie de l'environnement et de l'aménagement, en qualité et productivité, en management de l'ingénierie. Et je suis de formation initiale ingénieur en génie biologique. Bon, comme je viens de vous dire, donc je suis enseignant universitaire, j'enseigne à l'Institut supérieur de biotechnologie de Sfax. Bon, j'interviens dans d'autres universités également, et surtout dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Bon, je suis consultant et formateur avec Cabinet Le Plus, comme vous l'avez remarqué, et formateur avec PECB, un organisme partenaire canadien de certification des personnes et des entreprises. Bon, j'ai d'autres qualifications, une qualification des qualifications en tant qu'auditeur, lead auditeur ou lead implémenteur, metteur en place, et je suis évaluateur également avec l'organisme tunisien d'accréditation, le TUNAC. On va voir déjà au cours de la présentation quelle est la différence entre certification et quelle est la différence entre accréditation. Bon, ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Déjà, on peut pas, j'ai donné quelques noms, mais vous pouvez sûrement vous faire connaissance à travers le chat disponible et communiquer avec vous. Mais ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est que, bon, normalement, les personnes inscrites, il y a 250 personnes et qui représente 16 pays. Vous voyez déjà les drapeaux des pays présents et 3 continents. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui et de contribuer un peu à améliorer vos connaissances par rapport à la norme 9001 et à la qualité en général. Pour ce que je propose comme planification pour cette matinée de formation, cette matinée elle sera composée en 2 parties. Donc, une première partie qui va prendre aux alentours d'une heure, qui sera suivie par la suite pour une petite discussion entre groupes et une petite discussion d'une demi-heure. Puis on va reprendre la deuxième partie qui va prendre normalement 2 heures de temps, qui sera suivi par la suite par une discussion et la clôture de la session de formation vers 13 heures, peut-être un peu plus. Okay. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si jamais il y a un problème de connexion, un problème, n'hésitez pas à me faire signe, d'accord? Pour le programme de cette formation, on a dit qu'il y a pas mal de personnes qui participent à cette formation et les attentes sont sûrement non pas les mêmes attentes. Bon, il y a des experts qui sont avec nous. Hein. Il y a des débutants, il y a des demandeurs d'emploi. J'espère que à travers le programme qu'on va voir, répondre aux besoins et attentes de la majorité des personnes qui sont là. Donc, pour ce programme,
Donc, on va commencer par parler de l'intérêt de la certification ISO, donner une idée sur les normes, les concepts fondamentaux de management de la qualité, les principes de management de la qualité. On donnera par la suite un aperçu sur les principales définitions, les plus importantes. Donc, pour passer, ce sera la deuxième, ça c'est la première partie. La deuxième partie, on parlera de la structure de la norme et des exigences de la norme. Pour donner par la suite un aperçu sur la mise en place de cette norme. Et on va conclure par le processus de certification, comment obtenir le certificat de cette formation. Donc, comment obtenir le certificat de cette formation et bien sûr, donc, je vous donnerai un aperçu sur d'autres certifications et autres qualifications possibles. D'accord? Donc, bon, il y a des gens qui viennent de nous joindre et qui n'ont pas coupé leur micro. Donc, vous allez voir, bon, ils ont déjà coupé les micros, c'est bien. Bon. Donc, pour commencer, pourquoi la certification ISO 9001? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt de la certification ISO 9001? Bon, la certification ISO 9001, donc si on va se faire certifier, tout d'abord, il faut qu'on sache que la certification, c'est quelque chose de volontaire. Personne ne peut nous l'imposer. Donc, c'est une approche volontaire. On peut l'appliquer comme on ne peut pas l'appliquer. On va voir par la suite, donc, le système de management déjà, on peut appliquer la norme sans aller à la certification. On peut utiliser cette norme comme un outil de gestion, comme un outil d'aide à la décision. D'accord? Donc, l'intérêt de cette certification, donc, le fait de mettre en place un système de management de la qualité ISO 9001, ça va nous permettre l'augmentation de la satisfaction du client, l'amélioration de l'image de marque, une meilleure coordination des processus de l'organisme, donc du point de vue gestion, on va mieux gérer notre entreprise, une amélioration de la communication entre les différents niveaux et fonctions de l'organisme. Donc, ça va faciliter la communication entre les différents services et process. Donc, également, la certification ISO 9001 va permettre une plus forte implication du personnel dans les activités d'amélioration. Donc, une amélioration du développement personnel, des initiatives et de la créativité, une optimisation des performances par un management efficace des processus, une utilisation efficiente des ressources et une réduction des obstacles interfonctionnels. On va voir par la suite dans les définitions quelle est la différence entre efficacité et efficience. Donc, c'est des gens qui viennent au fur et à mesure. Il y a des gens que je dois accepter pour qu'ils puissent rejoindre. Donc, ce que je dois faire. Donc, également, donc on a dit que ça va optimiser les performances du management efficace, donc tout ce qui est efficacité et efficience de l'entreprise. Ça va permettre également une plus grande aptitude à anticiper et réagir face aux risques et aux opportunités internes et externes, ce qu'on est en train de vivre maintenant, la crise que nous vivons par exemple maintenant de la pandémie de coronavirus.
Donc, amélioration des processus décisionnels et une amélioration des performances de l'organisme et de ses parties intéressées pertinentes par la prise en compte des opportunités et des contraintes liées à chaque partie intéressée. Donc, pour mettre en place déjà la norme ISO 9001, déjà, on aura recours à d'autres normes. Déjà, il faut se mettre dans la tête dès maintenant que la norme ISO 9001, c'est un outil de travail. D'accord? Donc, et quelles sont ces normes-là auxquelles on peut faire appel donc, la norme ISO 9001, c'est la norme à appliquer pour laquelle on peut demander une certification. Et bon, vu qu'il faut que tout le monde se comprenne, que tout le monde parle le même langage, donc tout ce qui est principe, vocabulaire et définition de management de la qualité sont définis dans la norme ISO 9000. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que la norme ISO 9001, c'est une norme générique, c'est une norme qui sert à tout type d'entreprise, qui donne des exigences sans toutefois nous expliquer comment répondre à ces exigences. Et les explications et les lignes directrices pour l'application de la norme ISO 9001-2015, on va les trouver dans la norme ISO 9002. D'accord? Donc, d'autres normes également existent qui ont été élaborées par le même comité, l'ISO TS 176, et ces normes fournissent un ensemble complet d'exigences et des lignes directrices pour les systèmes de management de la qualité. Une autre norme importante, l'ISO 9004, qui donne des lignes directrices sur une large gamme d'objectifs d'un système de management de la qualité pour des performances durables et une amélioration des performances. Il y a également donc toute une série de lignes directrices, donc la série 10 000, donc on trouve donc, des lignes directrices aux éléments d'un système de management de la qualité qui comprend l'ISO 10001, 10002, 10003 et des lignes directrices relatives aux sujets techniques à l'appui d'un système de management de la qualité, donc l'ISO 10005, 10006, 10007, etc. Et il existe également des rapports techniques à l'appui d'un système de management de la qualité comprennent également donc l'ISO TR 10013 et l'ISO TR 10017. Bon, comme je viens de vous dire, une norme, elle est là. Pourquoi elle est là? La norme, elle est là, elle est destinée à servir de base dans la réalisation des relations entre les partenaires économiques, scientifiques et techniques. Donc la norme, comme je viens de vous dire, elle est d'application volontaire. Bon, parfois, l'application des normes, elle devient obligatoire. Quand est-ce qu'on est obligé d'appliquer une norme? Si jamais elle est référencée dans un contrat. Vous faites, par exemple, vous avez un contrat avec un client, mais qui exige de vous d'être certifié. Donc, à ce moment-là, la norme n'est plus volontaire, mais elle devient une obligation. Obligation du fait de sa mention dans le contrat. De la même manière, parfois, il y a des réglementations qui exigent, par exemple, parfois, pour faire une activité bien déterminée, il faut répondre à un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, on met une clause qu'il faut que l'entreprise, elle doit être certifiée. Donc, à ce moment-là, la norme, l'application de la norme devient également une obligation, n'est plus d'application volontaire. D'accord? Donc, la norme est un document qui est élaboré par consensus. Donc, qui élabore les normes? Donc, c'est l'ISO qui élabore les normes. C'est qui l'ISO? C'est l'International Organization for Standardization, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Donc, c'est une fédération d'organismes nationaux de normalisation. Par exemple, en Tunisie, nous avons l'INORPI, l'Institut national de normalisation de la propriété industrielle, qui représente
la Tunisie au sein de l'ISO. Donc, ce sont les différents représentants des pays membres qui vont voter. Donc, c'est la norme, elle est élaborée par consensus, donc par vote. D'accord? Donc, si jamais elle est votée, elle doit être appliquée, même par les pays qui ont voté contre. D'accord? Donc, la norme doit faire l'objet également de révision. On va voir que parmi les principes de management de la qualité, il y a le principe d'amélioration continue. Et même les normes, elles évoluent, elles sont révisées, donc elles s'améliorent. D'accord? Donc déjà, la norme ISO 9001, déjà la première publication de la norme ISO 9000, donc la série 9000, c'est 1987. Elle a été révisée par la suite 1994, puis la version 2000, puis la version 2008, et maintenant on est à la version 2015. Et il y a toujours des améliorations. D'accord? Donc, pour mettre en application une norme, déjà, il faut savoir comment lire une norme. Donc, sûrement parmi vous, plusieurs personnes déjà ont lu des normes. Bon, les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion, donc à la suite de la formation, on va vous communiquer les normes à utiliser, donc la norme 9001, la 9002, la 9004 et la 9000. Donc déjà, il faut que vous lisez les normes. Donc, et si jamais vous maîtrisez une norme, si vous comprenez comment ressortir les exigences, ce sera facile plutôt par la suite. Donc, parce que le principe est le même. Hein. Donc, pour répondre à une norme, déjà, il faut ressortir les exigences. Et lorsqu'on dit exigence, donc on doit ressortir une exigence. Elle est mentionnée dans la norme par la forme verbale doit et doivent. Donc, chaque fois qu'on va trouver doit et doivent dans une norme, donc c'est une exigence. Et ces exigences, on va les trouver dans le corps de la norme et on peut les trouver dans l'annexe de la norme. Donc, il faut dès maintenant savoir que lorsqu'on dit une norme, donc on va voir le sommaire de la norme, tout le sommaire de la norme, par la suite, on va trouver des annexes. Et ces annexes, ils peuvent être informatives ou normatives. Donc, si elles sont informatives, donc elles sont là pour nous aider. Donc, on ne sera pas évalué sur les annexes. Mais si les annexes sont normatives, donc leur contenu, il fait partie intégrante de la norme et on doit les appliquer. D'accord? Donc, parfois dans la norme, on trouve des expressions telles que il convient et il est recommandé. Donc, ces expressions, il convient, il est recommandé, elles sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée. Donc, on peut ne pas les appliquer également. D'accord? Et les formes peut et peuvent sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil, mais non obligatoire. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir également, dans la norme, on va trouver, donc déjà dans le corps de la norme, on va trouver des notes. Bon, ces notes-là, elles sont là pour nous aider. Elles ne sont pas normatives. On peut les utiliser comme on peut ne pas les utiliser. Donc, elles sont là pour donner des explications. De la même manière pour les annexes informatives. D'accord? Donc, si on va mettre en place la norme ISO 9001, donc le management de la qualité. Donc, le management de la qualité, il se base sur des concepts. Quels sont les concepts fondamentaux de management de la qualité? Donc, les concepts fondamentaux, donc, la qualité, système de management, contexte de l'organisme, parties intéressées et soutien de la direction. Bon. La qualité, c'est quoi? Donc, un organisme axé sur la qualité favorise une culture se traduisant par un comportement, des attitudes, des activités et des processus qui fournissent de la valeur
par la satisfaction des besoins et attentes des clients et autres parties pertinentes. La qualité des produits et services d'un organisme est déterminée par la capacité à satisfaire les clients. On va voir déjà le fait de faire de la qualité, donc l'objectif principal, c'est la satisfaction des clients par l'impact prévu et imprévu sur les parties prenantes. Donc, la qualité des produits et services inclut non seulement leurs fonctions et performances prévues, mais aussi la valeur et le bénéfice perçu par le client. Donc, lorsqu'on dit qualité, ce n'est pas que la qualité du produit. D'accord? Donc, la satisfaction du client ne dépend pas uniquement de la qualité du produit. On va voir ça par la suite. Donc, un système de management de la qualité. Donc, un système de management de la qualité, il comprend des activités. Donc, lorsqu'on dit un système de management de la qualité, ce sont des activités par lesquelles l'organisme identifie ses objectifs. Donc, lorsqu'on dit, donc il faut des activités pour l'identification des objectifs, pour déterminer les processus et les ressources nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. Donc, le système de management de la qualité gère les processus et leurs interactions et les ressources nécessaires pour fournir de la valeur et obtenir des résultats pour les parties intéressées pertinentes. Donc, le SNQ permet à la direction d'optimiser l'utilisation des ressources en tenant compte des conséquences de leurs décisions à court terme et à long terme. Donc, un système de management qualité fournit les moyens d'identifier les actions permettant de traiter les conséquences prévues et imprévues dans la réalisation du produit et du service. Déjà, on va voir, vous voyez, tout ce qui est prévu et tout ce qui est imprévu. Bon, ça, c'est l'apport de la norme ISO 9001-2015, ce qui a été ajouté par rapport à la dernière version. D'accord, on va voir tout ce qui est l'analyse des risques et tout ce qui est pour mettre des moyens face aux risques et pour valoriser les opportunités. Donc, le contexte de l'organisme, donc c'est quelque chose qui vient d'être ajouté également à la norme ISO 9001. Donc, lorsqu'on dit contexte de l'organisme, donc on doit comprendre le contexte de l'organisme et ses processus. Donc, ce processus détermine les facteurs ayant une influence sur la finalité, les objectifs et la pérennité de l'organisme. Donc, lorsqu'on dit contexte, on doit déterminer qu'est-ce qui peut influencer et mettre en péril le fonctionnement et la pérennité de l'entreprise. Donc, il prend en compte des facteurs internes tels que les valeurs, la culture, les connaissances et la performance de l'organisme. Il prend également en compte des facteurs externes, tels que l'environnement juridique, technologique, concurrentiel, commercial. Donc, on va voir par la suite quels sont les outils qu'on peut utiliser pour la détermination du contexte de l'organisme. Donc, la finalité d'un organisme peut être exprimée, par exemple, par sa vision, sa mission, ses politiques et ses objectifs. Bon, les parties intéressées. Bon, la norme ISO 9001, la version 2008, elle s'intéressait surtout aux clients. Maintenant, avec la nouvelle version, on doit satisfaire pas que les clients, mais toutes les parties intéressées. Donc, toutes les personnes qui ont un intérêt avec l'entreprise et son système de management. Donc, le concept de parties intéressées s'étend au-delà du seul client. Il est important de prendre compte de toutes les parties intéressées pertinentes. Donc, une partie du processus de compréhension du contexte de l'organisme consiste à identifier ces parties intéressées. Donc, lorsqu'on va déterminer le contexte de l'organisme, on doit tout d'abord déterminer quelles sont nos parties intéressées. Donc, les parties intéressées pertinentes sont celles qui présentent un risque significatif pour la pérennité de l'organisme, si leurs besoins et attentes ne sont pas satisfaits. Donc, on doit
faire attention aux parties intéressées pertinentes. Donc, ce sont ceux qui, s'ils ne sont pas satisfaits, l'organisme ne pourra pas survivre. Donc, les organismes définissent les résultats qu'ils doivent fournir à ces parties intéressées pertinentes pour réduire ce risque. Donc, on doit déterminer quelles sont les attentes des parties intéressées. Donc, les organismes suscitent, obtiennent et conservent l'appui des parties intéressées pertinentes dont dépend leur succès. Donc, on doit demander à nos parties intéressées de qui on dépend. Hein. Si jamais on a un client avec qui on fait un chiffre d'affaires très important, si jamais, donc on doit prendre en considération, on doit déterminer quelles sont les attentes de ces parties intéressées, desquelles notre succès il dépend. Parce que nous, en tant qu'entreprise, on dépend de nos clients, de nos parties intéressées. D'accord? Donc, le soutien de la direction. Lorsqu'on dit soutien de la direction, c'est que si jamais on va mettre en place un système de management de la qualité, si la direction n'est pas impliquée, si la direction n'est pas engagée, on ne peut pas aboutir à nos objectifs. Parce qu'on va voir que si on va mettre en place un système de management de la qualité, c'est équivalent à des investissements, à des dépenses. Donc tout ça, il faut qu'il y ait derrière l'appui de la direction. Donc un soutien de la direction en faveur du SMQ est une implication du personnel. Donc il faut que la direction nous soutienne et il faut que le personnel il soit impliqué. Parce que si la direction elle veut faire la certification et qu'on va voir sûrement les gens qui ont déjà de l'expérience dans la mise en place des systèmes de management de la qualité, parfois on peut s'opposer à une résistance au changement. Donc le personnel n'est pas impliqué. Soit c'est le personnel qui ne veut pas être impliqué, soit parfois nous, en tant que direction, on ne l'implique pas. Donc le soutien de la direction en faveur du SMQ et une implication du personnel permettent la mise à la disposition des ressources humaines et autres ressources adéquates, la surveillance des processus et des résultats, la détermination et l'évaluation des risques et des opportunités, la mise en œuvre d'actions appropriées. Donc, une acquisition, un déploiement, un maintien, une valorisation et une utilisation responsable des ressources aident l'organisme à atteindre ses objectifs. Donc, le management de la qualité, il se base sur des principes. Donc tout ce qui est contexte, comme je viens de vous dire, on vient de voir, et tout ce qui est principe de management de la qualité, et tout ce qui est les définitions, on va les trouver dans la norme ISO 9000. D'accord? Donc, ce que je suis en train de présenter, déjà, c'est repris de la norme ISO 9000. Donc, pour les principes, donc, il y a 7 principes. Quels sont ces 7 principes? Donc, le premier principe, c'est l'orientation client. Le deuxième principe, c'est le leadership. Troisième principe, implication du personnel. Quatrième principe, l'approche processus. Le cinquième, l'amélioration. Le sixième principe, prise de décision fondée sur des preuves. Et le septième principe, le management des relations avec les parties intéressées. En ce qui concerne l'orientation client, donc le principal objectif du management de la qualité est de satisfaire aux exigences des clients et de s'efforcer d'aller au-delà de leurs attentes. Donc, comme je vous ai dit, déjà on va voir par la suite la définition de la qualité. Déjà, la définition de la qualité, c'est la satisfaction des exigences des clients. Donc, le premier principe, donc on doit écouter donc le client, donc notre client. Donc, la satisfaction des clients est le premier objectif. D'accord? Donc, on doit écouter le client et on doit répondre à ses attentes. Plus que ça, on doit aller au-delà des attentes des clients. D'accord? Bon, je donne toujours, moi, l'exemple de la téléphonie. Donc,
la téléphonie, le leader mondial de la téléphonie, c'était Nokia. Nokia, il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté les besoins des clients. Donc, les clients veulent l'Android, ils veulent quelque chose de développé que Nokia n'a pas suivi. Plus que ça. Nous, on n'a pas demandé aux fournisseurs de téléphonie de faire caméra derrière, caméra avant. Donc, le fournisseur, déjà, il va au-delà des attentes de ses clients. Donc, dans un contexte qui évolue sans cesse, dans un contexte concurrentiel, donc, on doit satisfaire, écouter le client, le satisfaire, et plus que ça, aller au-delà de ses attentes. Bon, le leadership, le deuxième principe, c'est quoi? C'est l'art de mener les hommes. Donc, lorsqu'on dit déjà mettre en place un système de management de la qualité, donc on va gérer, c'est de la gestion. Et la gestion, on va gérer des personnes. Et la qualité, on va voir déjà le troisième principe, l'application de personnel. Donc, la qualité, ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est toute une équipe qui va travailler. Et cette équipe, pour qu'elle soit gagnante, performante, elle doit être bien gérée. D'accord? Donc, à tous les niveaux des dirigeants, à tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité et les orientations et créent des conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs qualité de l'organisme. Donc, c'est la direction, les dirigeants qui vont créer les conditions de réussite. Donc, en tant que dirigeant, on doit avoir le leadership. On doit avoir l'art de mener l'équipe pour qu'elle atteigne les objectifs. Donc, le troisième principe, c'est l'implication du personnel. Donc, un personnel, il doit être compétent, il doit être impliqué, habilité et impliqué à tous les niveaux de l'organisme. Déjà, vous voyez la notion de implication et la notion de compétence et habilitation. Déjà, la norme, on va voir par la suite, elle met beaucoup d'accent sur la compétence du personnel. Donc, un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux de l'organisme est essentiel pour améliorer la capacité de l'organisme à créer et à fournir de la valeur. Donc, c'est important que le personnel doit être impliqué. Le quatrième principe, c'est l'approche processus. Donc, l'approche processus, c'est que notre entreprise, elle doit être gérée par des process. Donc, un processus, c'est quoi? C'est toute activité qui a des éléments d'entrée qui sont transformés en éléments de sortie. Donc, si jamais on maîtrise nos process, on va maîtriser tout notre système. Et bien sûr, pour gérer, donc, on va fixer, on va voir par la suite pour chaque processus des objectifs, des indicateurs. Donc, si jamais, donc déjà l'entreprise, elle va se fixer des objectifs globaux et ces objectifs globaux doivent être déclinés au processus, en sous-objectifs. Si jamais on atteint les objectifs des process, on va atteindre l'objectif global de notre entreprise. Donc, des résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière plus efficace et efficiente lorsque les activités sont comprises et gérées comme des processus corrélés, fonctionnant comme un système cohérent. Donc, on va voir ça directement par la suite dans la norme, dans les chapitres de la norme. C'est que chaque processus, il a des éléments d'entrée, il a des éléments de sortie, et les éléments d'entrée d'un process, ils seront les éléments de sortie d'un process seront les éléments d'entrée d'un autre processus, et ainsi de suite. D'accord? Il se peut que les résultats, les éléments de sortie d'un process soient les éléments d'entrée de plusieurs processus. Donc, des résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière plus efficace et efficiente lorsque les activités sont comprises et gérées comme des processus corrélés, fonctionnant comme un système cohérent. Donc, le cinquième principe, c'est le principe d'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, donc c'est le principe, je ne sais pas, la majorité des participants, normalement, ils ont entendu parler de ça.
Donc, le principe d'amélioration, donc, ça se base sur la roue de Deming, la PDCA. Donc, plan, do, check, act. Et ainsi de suite. Et la roue, elle tourne. On planifie, on réalise, on vérifie et on réagit. Donc, le succès d'un organisme repose sur une volonté constante d'amélioration. Donc, ce qu'il faut retenir dès maintenant, lorsqu'on s'engage dans une démarche qualité, donc on est engagé dans une démarche d'amélioration continue. On doit toujours améliorer, on doit toujours avancer. Celui qui n'avance pas, il recule. Si on s'arrête, on sera dépassé, donc on va reculer. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour Nokia. Ils n'ont pas avancé, ils ont été dépassés et ils ont été même écartés du marché. D'accord. Bon, cette démarche d'amélioration continue, donc, et tous les principes de management, bon, mon conseil, c'est de les appliquer tout d'abord sur soi-même, sur ses projets, pas que pour les projets de management de la qualité. Ça doit être une culture qu'on applique. Donc, le sixième principe, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Bon, ce principe, c'est que le système de management de la qualité, la norme ISO 9001, il faut la prendre comme un outil de gestion, comme un outil d'aide à la décision. Bon, on va l'appliquer, c'est vrai, pas mal de gens vont se faire certifier, vont l'appliquer, vont se faire certifier, parce que c'est une exigence client, par exemple. Mais pour nous, il faut se mettre dans la tête que cette norme-là, l'ISO, lorsqu'on va mettre en place un système de management de la qualité, il va nous permettre de prendre des décisions, les décisions les plus adéquates. C'est que le système de management de qualité, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va nous fournir les informations pour qu'on puisse prendre les décisions. Donc, bon, toujours pour, comment dire, comment vous prenez les décisions? Pas mal de gens, par exemple, ils vont ils vont se décharger de la prise de décision. Ils ne prennent même pas eux-mêmes leur prise de décision. Ils peuvent aller chez un voyant, par exemple, chez une personne simple pour lui dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais choisir. Ils se déchargent de la décision. Donc, pour nous, pour prendre une décision, donc, le système de management, déjà, les processus, on a fixé des indicateurs pour nos process. Le système, il va fonctionner et par la suite, on aura, déjà pour anticiper, si je reviens ici, déjà, la PDCA. Donc, on va mettre en place le système, d'accord? On va l'appliquer, par exemple, pour les process, il y aura les indicateurs de performance, tout ça, les données de contrôle, tout ça. Par la suite, on va vérifier. Comment on va vérifier? On peut vérifier par tout ce qui est revue de direction. Donc, la direction, elle va revoir le système pour que par la suite, elle prenne les décisions sur des bases solides. D'accord? Donc, le sixième principe, on a dit, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Donc, le système de management, il va nous fournir les informations qui vont nous permettre de prendre les décisions. Donc, celui qui vient de nous rejoindre maintenant, il est appelé à couper son micro. Merci. Donc, le septième principe et le dernier principe, c'est le management des relations avec les parties intéressées. Donc, pour obtenir une performance durable, je vais le faire moi-même. Donc excusez-moi pour cette petite interruption. D'accord. Ok. Donc, c'est bon. Donc, pour
je reprends donc. Le septième principe, c'est le principe de management des relations avec les parties intéressées. Lorsqu'on dit management des relations avec les parties intéressées, c'est que doit prendre en considération le gagnant-gagnant. D'accord. Bon, généralement, nous, lorsqu'on achète des produits ou des services, généralement, on cherche à avoir le produit au moindre coût. Normalement, ça ne doit pas se faire pour les entreprises qui veulent avoir de bonnes performances. Donc, on doit nouer des relations à long terme avec nos partenaires. Donc, ça doit être le gagnant-gagnant. D'accord? Moi, je donne l'exemple toujours des éleveurs de volailles et des abattoirs. Donc, les abattoirs, ils achètent toute l'année à un seul prix. D'accord? Et comme ça, donc, quel que soit, si le prix il augmente ou si le prix, par exemple, si le prix il est à 4 dinars au maximum et 2 dinars au minimum, donc, ils vont faire une convention, j'achète de chez vous toujours à 3 dinars. Si jamais c'est à 2 dinars, j'achète à 3 dinars. Si à 4 dinars, j'achète à 3 dinars. Et comme ça, lui, il n'a pas de problème. L'éleveur n'a pas de problème pour trouver le marché, pour écouler sa marchandise de commercialisation, tout ça. Et moi, en tant qu'abattoir, je peux calculer mes coûts de revient, je peux avoir une idée exacte sur la gestion de mon entreprise. D'accord? Donc, pour ce septième principe, donc pour obtenir des performances durables, les organismes gèrent leurs relations avec les parties intéressées pertinentes, telles que les prestataires. Donc, ça doit être géré d'une manière à être gagnant-gagnant. D'accord? Donc, dans l'ancienne version, ça s'appelait relations mutuellement bénéfiques avec les parties intéressées. Donc, il faut que tout le monde y trouve son compte. D'accord? Bon, on passe maintenant aux principales définitions. Donc, pour les définitions, bon, je ne sais pas si déjà vous avez une idée sur l'accréditation. C'est quoi l'accréditation? Bon, l'accréditation, donc, c'est une attestation délivrée par un organisme faisant autorité, ayant rapport à un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité. Donc, vous voyez par exemple, en Tunisie, on a le TUNAC. Donc, c'est le Conseil national d'accréditation. Et le Conseil national d'accréditation, il va reconnaître la compétence. Donc, celui qui est accrédité, il est compétent. D'accord? En France, ils ont par exemple le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Bon, c'est à vous, bon, les autres pays, de voir quel est votre organisme d'accréditation. D'accord? Donc, cet organisme d'accréditation, donc, il reconnaît des compétences. Donc, c'est lui déjà qui accrédite les organismes de certification. Donc, les organismes de certification, par exemple, comme PECB. PECB, par exemple, il fait la certification des personnes, donc lead auditor, lead implementer, etc. Et il fait la certification des entreprises, PECB-MS. Donc, PECB, par exemple, il est accrédité IAS, donc International Accreditation Service. Donc, c'est un organisme d'accréditation américain. Donc, bon, bien sûr, il faut se mettre dans la tête qu'il y a une reconnaissance mutuelle entre aussi bien les organismes d'accréditation que les organismes de certification. D'accord? Donc, bon, moi j'ai mentionné ici PECB, mais il y a d'autres organismes de certification que vous connaissez sûrement. Bon, SGS, Veritas, TÜV, AFAC en France. Donc, tous ces organismes, ils sont accrédités. Donc, les organismes d'accréditation, ils appliquent la 17011. Ils ne sont pas certifiés. Donc, ils appliquent la 17011 et il y a une évaluation par les pairs. Donc, ils sont reconnus entre eux. Alors que les organismes de certification, ils sont accrédités
selon la norme, par exemple, pour la certification des personnes, l'ISO 17024, pour la certification des entreprises, l'ISO 17021. Les laboratoires d'analyse, par exemple, ils sont accrédités. Ils sont accrédités quoi? Ils sont accrédités ISO 17025. D'accord? Donc, le principe est simple. Donc, nous, on cherche le gain de la confiance des clients, et cette confiance, elle est basée sur ces deux choses-là. Elle est basée sur la certification et c'est l'accréditation. Donc, les entreprises sont certifiées par des organismes qui sont accrédités, d'accord? Elles sont contrôlées, font des analyses par des laboratoires qui sont accrédités. Ils subissent des inspections par des organismes d'inspection qui sont également accrédités. Les organismes de certification font des audits de certification par des auditeurs qui sont certifiés par des organismes accrédités, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est toute une chaîne de contrôle. Donc, la certification, c'est quoi? La certification, c'est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées dans un référentiel. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la certification, c'est une reconnaissance de conformité. Donc, le fait d'être accrédité, donc on est compétent. Lorsqu'on est certifié, on est conforme. Par exemple, pour nous, lorsqu'on va mettre en place l'ISO 9001, on doit se mettre en conformité par rapport aux exigences de la norme ISO 9001. Donc, si on est certifié, est-ce que ça veut dire que notre produit, il est parfait? Non, ça ne veut pas dire que le produit est parfait, ça veut dire qu'on a répondu aux exigences du client. On a répondu aux exigences de la norme, on a répondu aux spécifications. Donc, je peux m'engager à fournir un produit et je vais le fournir toujours de la même manière. Donc, maintenant, en tant que futur expert, il y a des experts déjà avec nous, donc lorsque on demande un prestataire, on ne se contente pas de sa certification. On va demander avec la certification, quoi d'autre? Si je vais acheter un produit, je vais demander la fiche technique, parce que lui, en fait, il est certifié, il s'engage à fournir ce produit conformément à cette fiche technique. Donc, je vais demander également, pour comprendre comment ça marche, je peux lui demander son manuel qualité. Donc, le certificat tout seul ne suffit pas. C'est la même chose pour les études. On a tous fait des études et on a tous eu des diplômes. Est-ce qu'on est compétent avec le diplôme? Est-ce que le diplôme, il justifie la compétence? Il ne justifie pas la compétence. Avoir un diplôme, c'est qu'on a fait par exemple 3 années d'études. On a eu 10 de moyenne pendant les 3 années. On a fait des stages, on a fait un projet fin d'études, donc on est conforme aux exigences. Par la suite, la compétence, donc si tout le monde est compétent, personne ne sera viré après être recruté. D'accord? C'est pourquoi lors d'un recrutement, on va vous demander, avec le diplôme, déjà, les relevés de notes, tout ça, c'est pas pour voir combien vous avez eu de notes, mais pour voir ce que vous avez comme bagage. D'accord? Donc, je passe, donc c'est clair, la différence entre accréditation et certification. Donc, la qualité, c'est quoi la qualité? Donc, la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire des exigences. Donc, lorsqu'on dit un produit, il est de qualité, donc il doit satisfaire des exigences. Donc, management et management de la qualité. Donc, le management, ce sont des activités pour orienter et diriger un organisme. Donc, on va trouver au sein d'une entreprise plusieurs managements. La gestion financière, le management financier, le management des ressources humaines, donc, etc. Donc, ce sont des activités
pour orienter et diriger l'organisme. Et le management de la qualité qui nous intéresse, c'est le management relatif à la qualité. Donc, comment on va gérer la qualité au sein de notre entreprise. Bon, le système de management maintenant. C'est quoi le système de management? Le système de management, c'est l'ensemble, c'est un ensemble d'éléments corrélés. Donc, ce sont des éléments qui sont corrélés, donc interliés, en interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques. Donc, lorsqu'on dit management de la qualité, il faut qu'on ait des politiques, des objectifs. Il faut qu'il y ait des objectifs, des processus et la façon d'atteindre ces objectifs. Comment on va les atteindre? Comment on va planifier pour atteindre ces objectifs-là? Déjà, c'est clair dans cette définition. Et on va les voir dans la norme ISO 9001. Donc, on doit se fixer une politique, on doit établir une politique. Et généralement, la politique, elle va des objectifs globaux de l'entreprise qui vont être déclinés en sous-objectifs. Donc, pour chaque processus, il y aura des objectifs. Pour chaque processus, il y aura des indicateurs. Et on doit planifier comment on va atteindre les objectifs de nos processus. Si on atteint les objectifs de nos process, on va atteindre l'objectif global de notre entreprise. Bon, le système de management de la qualité. C'est quoi le système de management de la qualité? Donc, le système de management, c'est une partie d'un système de management relatif à la qualité. Donc, il s'intéresse à la qualité. Donc, lorsqu'on dit système qualité, comme vous voyez dans le schéma, donc il y a les exigences du client, les besoins et les attentes des parties intéressées, le contexte de l'organisme. Nous, on doit répondre à tout ça. Ce sont les éléments d'entrée. Les éléments de sortie de mon système, c'est quoi? Je dois satisfaire le client. Donc, je dois avoir les résultats de mon système, donc les indicateurs. Est-ce que mon système il est performant ou non? Parce qu'on va voir que le fait d'être certifié, dès maintenant, il faut se laisser dans la tête, que le fait d'être certifié, qu'on a un système de management, ça ne veut pas dire qu'on ne commet pas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que les problèmes, ils sont là et le système de management, il est là pour détecter ces problèmes. Donc, on va essayer d'éviter ces problèmes. On va faire de notre mieux, on va faire la prévention, la prophylaxie. On va faire des moyens de maîtrise pour qu'il n'y ait pas les problèmes, la prévention. Mais si jamais les moyens de prévention ne fonctionnent pas, donc déjà, mon système de management, il doit me permettre de détecter les problèmes et de faire le nécessaire pour les corriger et pour qu'elles ne se reproduisent pas. D'accord? Donc, les éléments de sortie, à part les résultats du SNQ, bien sûr, les produits et les services. Donc, il faut des processus. Donc, il y a tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est surveillance et tout ce qui est support. Donc, la planification de la qualité. C'est quoi la planification de la qualité? Donc, la planification de la qualité, c'est la partie du management de la qualité, axée sur la définition des objectifs qualité et la spécification des process. Donc, lorsqu'on va fixer des process et des objectifs, déjà, on a planifié. D'accord? Et des ressources associées nécessaires pour atteindre les objectifs qualité. Déjà, on va voir ça. Lorsqu'on va ressortir nos process, on va déterminer nos processus. Quels sont les indicateurs de performance? Quelles sont les ressources nécessaires? Qui va faire le travail? Comment il va le faire? Donc, tout ça, ça doit être défini. Ça doit être planifié. Bon, l'amélioration de la qualité, comme on a dit, lorsqu'on fait la qualité, donc on doit être impliqué dans une démarche d'amélioration continue. Donc, l'amélioration de la qualité, c'est la partie du management de la qualité axée sur l'accroissement de la capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité. Le management de projet, pourquoi je mets cette définition? Parce que déjà, la mise en place d'un système de management de qualité, c'est un projet. D'accord? Donc, ça doit être géré comme un projet. Et un projet, donc,
pour ceux qui ont fait déjà pourquoi c'est un projet, parce qu'un projet, il a une date de début, une date de fin, d'accord. En plus qu'il a une date de début, une date de fin. Donc le projet, il doit être planifié, donc il y a une planification pour un projet. Et pour le projet, il faut qu'il y ait un livrable. Donc un livrable pour nous, lorsqu'on met en place un système de management, donc on a notre système qualité. Et vers la fin, notre livrable, ce que nous cherchons, bien sûr, c'est la certification. Donc, la mise en place d'un système de management de la qualité, ça doit être géré comme un projet. Donc, le management de projet, c'est quoi? C'est la planification, l'organisation, la surveillance. Donc, il faut qu'il y ait un suivi. Et on va voir pour la qualité déjà, pour faire la surveillance et le suivi, déjà, et on travaille beaucoup avec les plans d'action. Donc, qu'est-ce qui doit être fait? Qui va le faire et quand est-ce que ça doit être fait? Le contrôle et compte rendu de tous les aspects d'un projet et de la motivation des personnes impliquées pour atteindre les objectifs du projet. Donc, c'est important d'avoir une idée sur la gestion de projet. Et bon, juste pour vous donner un petit aperçu, déjà, bon, généralement, pour le management de la qualité, bon, il y a beaucoup de travail dans ce sens. Bon, on peut faire la formation, on peut être formateur, on peut être consultant pour la mise en place. Donc déjà, c'est une compétence à part, donc on doit gérer les projets. Donc généralement, ce sont les certifications, tout ce qui est lead implementer, les metteurs en place, tout ça. Et on peut être auditeur, que ce soit interne ou auditeur tierce partie, et c'est la certification auditeur qualité, auditeur interne, tierce partie, etc. D'accord? Donc c'est important. Bon, tout ce qui est gestion de projet, si on veut être compétent, on doit avoir une idée sur la méthodologie de gestion des projets qualité. On va donner un petit aperçu vers la fin de la formation. Donc, pour nous, donc, on a dit que la qualité, elle se base sur l'écoute client, sur la satisfaction des clients. Donc, c'est quoi un client? Le client, ça peut être une personne ou un organisme. Ça peut être une entreprise, comme peut être une personne qui est susceptible de recevoir ou qui reçoit un produit ou un service destiné à ou demandé par cette personne ou cet organisme. D'accord. Bon, les clients, il y a des clients. Le client, il peut être interne et externe. On peut avoir des clients externes, mais comme on a dit que généralement, on gère notre entreprise par des process et chaque processus, il est le fournisseur de processus qui est en aval. Donc, on peut parler de clients internes également. D'accord? Donc, les prestataires et les fournisseurs. Bon, c'est quoi un prestataire ou fournisseur? Donc, c'est un organisme qui procure un produit ou un service. Par exemple, vous voyez dans le schéma, donc, le menuisier, c'est un prestataire. Le restaurateur, c'est un prestataire. Le mécanicien, l'organisme de formation. Donc, lorsqu'on fait appel à un organisme de formation, l'auditeur même, celui qui va nous faire l'audit de certification. L'organisme de certification, c'est un prestataire, c'est un fournisseur de services. Et on va voir que nos fournisseurs et nos prestataires, ils doivent être sélectionnés, ils doivent être évalués. Pourquoi? Parce qu'ils ont un impact direct sur la qualité du produit, donc sur la satisfaction de nos clients. Donc, les parties intéressées et les parties prenantes. Donc, c'est quoi une partie intéressée, une partie prenante? C'est les personnes ou organismes qui peuvent soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé ou s'estimer influencé par une décision ou une activité de l'entreprise. Donc, les parties intéressées, ce sont les gens qui peuvent nous influer, par exemple les banquiers, les organismes de l'État, d'accord? Qui d'autres? Les fournisseurs, d'accord? Tout ça, ce sont des parties intéressées qui peuvent soit influencer, soit ils peuvent soit influencer nos prises de décision.
Donc, le contexte de l'organisme. Donc, c'est quoi le contexte de l'organisme? C'est la combinaison d'enjeux internes et externes pouvant avoir un effet sur l'approche d'un organisme en ce qui concerne la détermination et la réalisation de ses objectifs. Donc, c'est important de connaître le contexte de l'organisme parce que ça influe sur l'atteinte des objectifs. Donc, lorsqu'on dit contexte, on va voir, bon, on peut faire l'analyse SWOT, donc tout ce qui est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, et tout ce qui est l'analyse PESTEL, donc tout ce qui est politique, économique, social, technologique. Donc, ce sont des choses qui sont légales également, l'aspect légal. D'accord? Donc, c'est important de prendre en considération ces points-là, parce que c'est à partir de ces points-là qu'on va déterminer par la suite, qu'on va planifier quels sont les moyens de maîtrise qu'on doit faire face aux risques. Donc, on doit déterminer à travers du contexte quels sont les risques pour faire la prévention et quelles sont les opportunités. Bon, je vous dis dès maintenant, c'est que il ne faut pas avoir peur des risques. Il ne faut pas avoir peur de l'incertitude. Parce que généralement, c'est en prenant des risques qu'on va bénéficier d'opportunités. Si on ne prend pas de risques, on ne va pas avoir des opportunités. Les risques peuvent être des sources d'opportunités. D'accord? Bien sûr, les risques qu'on va prendre doivent être des risques bien calculés, maîtrisés. Ils ne doivent pas mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Bon, processus, déjà, on a parlé de ça. Donc, le processus, c'est l'ensemble des activités corrélées ou en interaction, qui utilisent des éléments d'entrée pour produire des éléments, pour produire un résultat escompté. Donc, pour nous, on a des éléments d'entrée et on a un résultat, donc élément de sortie. D'accord? Et comme je vous ai dit, les éléments de sortie d'un process seront les éléments d'entrée d'un autre processus. On va voir ça directement par la suite directement lorsqu'on va voir le sommaire de la norme. D'accord? L'audit. Bon, c'est quoi l'audit? Donc déjà, on a dit, si vous vous rappelez de la PDCA, plan d'eau, check-up, on a mis en place le système, donc on a planifié, on a appliqué, on va l'appliquer, par la suite, on doit vérifier. Donc l'audit, c'est un processus. Vous voyez, c'est un processus. Donc processus, élément d'entrée, élément de sortie. Méthodique, donc il y a une méthodologie pour l'audit, indépendant et documenté. Donc, l'audit, ça doit être quelque chose qui est indépendant. Il ne faut pas qu'on ait des influences sur les auditeurs. Ça doit être pour que le résultat soit objectif et documenté. Lorsqu'on dit documenté, c'est qu'il faut qu'il y ait une trace, des enregistrements, des preuves, permettant d'avoir des preuves objectives et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Donc, on va faire les audits pour faire l'évaluation si notre système il est adéquat ou non, s'il est performant ou non. Bon, je vous dis dès maintenant, si jamais on fait des audits et toujours c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a vraiment un problème. Si on n'a pas, parce que j'anticipe, si on parle ici, lorsqu'on fait des audits, généralement l'audit il doit ressortir des non-conformités. D'accord? Une non-conformité c'est quoi? C'est une non-satisfaction d'une exigence. Donc, nous, on a planifié, on a mis le système, et par la suite, on fait les audits. Si jamais, toujours, il n'y a pas de problème, c'est que il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Soit les auditeurs ne sont pas performants, ils n'arrivent pas à détecter les non-conformités. Donc, soit le système n'est pas fait dans les règles de l'art. Donc, si vous dites toujours il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a un souci. Parce que nous, le système, on fait les audits pour détecter les non-conformités. Parce que, par exemple, la non-satisfaction des clients, ce n'est pas dans la coutume de tous les gens de réclamer. D'accord?
Le fait de ne pas avoir des réclamations, ça ne veut pas dire que le client il est satisfait. D'accord? Donc, généralement, l'audit, elle va ressortir des non-conformités. Et pour ces non-conformités, on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les actions correctives. Donc, c'est quoi une action corrective? C'est une action visant à éliminer la cause d'une non-conformité et éviter qu'elle ne réapparaisse. Donc, si jamais il y a une non-conformité détectée, on doit mettre en place des actions correctives. Et les actions préventives, c'est quoi les actions préventives? Ce sont des actions visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle. Vous voyez la notion de potentiel. Donc, on n'a pas détecté la non-conformité, mais on prévoit que ça peut se faire. Et généralement, les actions préventives, ce sont les actions de maîtrise qu'on va faire, qu'on va mettre en place suite à l'analyse des risques. En fait, suite à l'analyse des risques, on va ressortir tous les risques. Et pour ces risques, on doit mettre des actions de maîtrise, des actions préventives. D'accord? Donc, potentiel ou d'une autre situation potentielle indésirable. Donc, si jamais il y a eu une non-conformité, on parle de correction. Si jamais il n'y a pas eu de non-conformité, il n'y a pas eu de problème, on va faire de la prévention. Alors, deux choses importantes à définir. Nous, par exemple, on va faire des actions correctives ou des actions préventives. Donc, si jamais il y a une non-conformité, on doit corriger et cette action, elle doit être efficace. De la même manière, on va faire l'analyse des risques, on doit mettre en place des moyens de maîtrise. Ces moyens de maîtrise, ils doivent être efficaces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire efficace? L'efficacité, c'est le niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats escomptés. Donc, l'efficacité, c'est que l'action, elle nous permet d'atteindre le résultat voulu. Bon. Mais, ce résultat, toujours, pour tout problème, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a plusieurs solutions. Et ils peuvent être toutes efficaces. Et nous, on doit chercher, on doit choisir la solution la plus efficiente. Donc, c'est quoi l'efficience? C'est le rapport entre le résultat obtenu et les résultats utilisés. Donc, on fait entrer la notion du coût. D'accord? Combien ça va me coûter? Par exemple, pour résoudre un problème de transport, j'ai des clients pour qui ils se plaignent de la livraison tardive de mes produits. Bon, je peux opter par exemple pour la livraison pour le transport routier, le transport ferroviaire, le transport maritime ou le transport aérien. Donc, toutes les solutions peuvent être efficaces, mais est-ce que ça vaut la peine d'envoyer par avion un produit dont le prix n'est pas trop élevé? Donc, ça va générer un coût supplémentaire et ce coût supplémentaire, qui va le payer? Donc, je vais le facturer pour le client, donc je ne vais plus être compétitif. Donc, il faut que je choisisse la solution la plus efficiente. Bon, on a mis le système. Déjà, les définitions, je les ai mis dans l'ordre. Donc, on a planifié, mis le système, appliqué, on a vérifié. Par la suite, on va revoir. La revue, c'est quoi la revue? La revue, c'est la détermination de la pertinence, de l'adéquation ou de l'efficacité d'un objectif à atteindre, des objectifs définis. Donc déjà, mon système de management de qualité, je vais le revoir, je vais le vérifier. Moi, je donne l'exemple toujours, lorsque vous faites un examen, lorsque vous étiez étudiant, tous étudiants, normalement, la première chose, vous allez lire toutes les questions. Donc, vous allez par la suite planifier quelles sont les questions sur lesquelles vous répondez les premiers. Puis par la suite, vous allez répondre aux questions comme vous l'avez planifié. Puis par la suite, vous avez terminé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier. Est-ce que vous avez oublié une question pour laquelle vous n'avez pas répondu? Est-ce que vous n'avez pas commis d'erreur de calcul? Donc, c'est la revue. On doit revoir ce qu'on a fait. Est-ce que ça permet d'atteindre les objectifs ou non? D'accord. Et c'est pour ça qu'on parle également pour la revue. Vous allez voir, lorsqu'on va voir
les différents chapitres de la norme, on va toujours parler de revue, même pour la conception et développement, revue de la conception et développement, d'accord, revue des exigences clients, revue de la direction pour la revue du système de management. On va revoir si le système il est pertinent ou non. Une fois on a revu le système, on va améliorer. Vous, lorsque vous vérifiez votre copie d'examen, vous allez décider par la suite, je vais modifier ça, je vais faire ça, et vous allez prendre la décision définitive. Et lorsqu'on dit amélioration, c'est quoi? C'est l'activité menée pour améliorer les performances. Et l'amélioration continue, quelle est la différence entre amélioration et amélioration continue? L'amélioration, c'est une activité menée pour améliorer la performance. On le fait une seule fois. Donc, je fais cette action pour améliorer. Alors que l'amélioration continue, c'est quelque chose qui se fait d'une manière répétitive, récurrente. Donc, c'est une activité récurrente menée pour améliorer la performance. Donc, toujours j'améliore. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. D'accord? Donc, ainsi, quelle heure est-il? Donc, on a terminé la première partie. Donc, je suis à votre écoute. Donc, on va prendre 30 minutes de discussion. Donc, si vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez, j'avais quelques questions que je voudrais Comment? poser. J'ai dit, j'avais quelques questions que je voudrais poser, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Au niveau des principes de l'audit, on a cité 7 principes. Au niveau de l'approche processus, Oui. on a parlé d'éléments d'entrée, d'éléments de sortie. Vous avez dit un élément d'entrée peut être engendré après un élément de sortie. Est-ce que de façon concrète, vous pouvez me donner un exemple, par exemple, dans une entreprise, un exemple de processus avec des éléments d'entrée, des éléments de sortie? Ok, donc vous anticipez déjà, on va parler de ça. Donc, bon, je vous donne l'exemple, par exemple, pour la conception et développement. La conception et développement, quels sont les éléments d'entrée de la conception et développement? Est-ce que vous avez une idée? Donc, généralement, c'est l'écoute client. On va écouter le client ce qu'il veut. Généralement, ce sont les commerciaux qui vont nous fournir soit une demande d'achat, d'accord, soit une commande, d'accord. Je veux tel produit. Il peut même nous fournir des exigences, des spécifications, d'accord. Et sur la base, ça, c'est les éléments d'entrée de la conception. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a également comme élément d'entrée de la conception? On peut avoir Les recherches. Comment? Les recherches, les études. Recherche. Est-ce qu'il y a déjà des informations existantes? Est-ce que nous, déjà, on a fait quelque chose de ressemblant avant? Est-ce qu'on a déjà des antécédents pour ça? D'accord? Par la suite, c'est en fonction de ce qui est exigé, en fonction de ce qui est disponible parfois. Par exemple, maintenant, ici, si on reste dans le contexte du coronavirus, maintenant le problème, on veut produire les masques de protection. D'accord? Les masques de protection, quel est l'élément d'entrée pour nous normalement, pour la conception? Le tissu, normalement. Les normes, parce qu'il y a une norme pour ça. D'accord? Des normes techniques. Donc, c'est un élément d'entrée. Quoi d'autre? Je dois avoir déjà les fournisseurs. Quels sont mes fournisseurs? Il y a les fournisseurs de tissus, de matières. Donc, toutes ces informations, ce sont des éléments d'entrée. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire?
Donc, c'est le service conception-développement. Qu'est-ce qu'il va ressortir? Quel est l'élément de sortie de la conception-développement? Conçu et développé. Un produit. Comment? Un produit conçu et développé. Un produit conçu. Bon, généralement, c'est quoi? Mon élément de sortie. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une fiche technique. Un prototype. Toujours, je suis dans la conception. Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris, en fait. Il y a des interventions. Je ne vous entends pas. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire parce que Abdini, Jean-Baptiste, je pense que son micro avait fait un petit peu, donc je n'ai pas pu entendre. Il faut que le micro de Jean-Baptiste. Ok, je vais le faire. Donc, quel est l'élément de sortie de la conception? On a dit c'est la fiche technique. D'accord? La fiche technique, déjà, elle doit être, cette fiche technique, elle sera un élément d'entrée pour qui? La fiche technique. Elle sera un élément d'entrée pour la production. La production, déjà, elle va produire en fonction de la fiche technique. Parce qu'il faut se mettre dans la tête. Pour une petite entreprise, il n'y a pas de souci. Généralement, c'est la même personne qui va tout faire. D'accord? Mais pour une grande entreprise, il y a des gens qui vont acheter, il y a des gens qui vont vendre, il y a des gens qui vont fabriquer, produire, il y a des gens qui vont contrôler. D'accord? Donc, tous ces gens-là, il faut qu'il y ait de la documentation qui va aider. Donc, il y a des gens qui vont faire la conception. Cette conception, la fiche technique, elle va servir pour les gens qui vont produire. Donc, ils vont produire en fonction de ce qui a été planifié, en fonction de la conception. Ça va servir également, une fois le produit, il est fabriqué. Il y a des gens qui vont contrôler. D'accord? On va contrôler le produit. Donc, les gens qui vont contrôler le produit, ils vont contrôler par rapport à quoi? Par rapport à la fiche technique. Donc, c'est un élément d'entrée également pour le contrôle qualité. Il y a des gens qui vont acheter, les gens qui vont acheter la matière première. Pour la traçabilité. Comment? Pour la traçabilité aussi. Oui, pour la traçabilité, mais surtout, ce n'est pas question de traçabilité tout simplement. Parce que les gens qui vont acheter l'achat, le service achat, il va acheter en fonction de la fiche technique. La conception, elle va mettre quels sont les critères, quelles sont les caractéristiques des matières premières. D'accord? Et les gens qui vont acheter, ils vont acheter en fonction de ces caractéristiques-là. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Merci. Ok. Autre question? Il y a une autre question, hein? Je peux poser ma question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. D'accord, merci, monsieur. C'est qui? Et lors de la formation, lors de votre présentation tout à l'heure, vous avez dit lorsqu'on demande un prestataire, on cherche son certificat, mais aussi son processus qualité. Je voudrais savoir, avec un exemple précis, dans le domaine des BTP, lorsque en plein chantier, nous commandons par exemple une bétonnière, est-ce qu'on est obligé d'exiger que le fournisseur nous fournisse encore son processus qualité avant de réceptionner cette bétonnière par exemple? Fournisseur, lorsque vous dites fournisseur, donc vous travaillez dans le bâtiment. Oui. Donc lorsque vous dites fournisseur, ça dépend quelles sont vos exigences. Parce que généralement pour vous, bon, vous allez demander à part l'appareil. Normalement, le fournisseur, il va vous fournir l'appareil et le chauffeur, par exemple, également, le conducteur. C'est ça. Vous allez acheter l'appareil. Oui. Ça dépend, est-ce que vous allez acheter un produit ou vous allez acheter un service? Parce que vous pouvez louer l'appareil. C'est ça ou non? On va acheter le produit. Vous allez l'acheter. Donc, vous allez fournir à votre fournisseur votre fiche technique. Donc, c'est l'inverse.
parce que généralement, c'est pas vous qui, les fiches techniques, vous allez faire votre recherche, vous allez dire l'autonomie, la résistance, la consommation d'énergie, d'accord? Si c'est une grille, la hauteur de la grille, d'accord? Donc, c'est vous qui allez fournir ces informations au fournisseur qui va répondre à vos exigences. Merci. D'accord? Nous, on peut, c'est juste, vous êtes encore ici, donc on peut exiger, ça peut être, il y a des certifications produits. D'accord? Vous pouvez exiger des certifications produits. Ce n'est pas la certification de l'entreprise. D'accord? Parce que généralement, pour l'entreprise, c'est la certification du système de management. Donc, vous allez peut-être demander la fiche technique et peut-être un peu plus tout ce qui est certification du produit, certification CE, exigence par rapport à une norme de sécurité. D'accord? D'accord. Merci. D'accord. Bonjour, Monsieur Mehdi. Bonjour. Donc, Bonjour. Hassan Rdif. Bonjour. Bonjour, c'est Mehdi. En fait, j'ai 3 questions, si vous me permettez. C'est Mehdi. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé concernant la relation entre le système de management et la politique de travail. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la consulting international, donc, et surtout dans les projets d'expertise, etc. Et je voulais savoir, concernant ce point-là, donc, vous savez que, par exemple, dans une mission internationale, il y a toujours un terme de référence à suivre. Oui. Qui est élaboré par un expert clé. Cet expert de toute façon, ce terme de référence, il joue le rôle d'un cahier de charge. Et dans le terme de référence se fait, l'expert clé signale toutes les exigences à suivre dans ce projet-là. Quels sont les systèmes de management à suivre, quels sont, etc. Donc, premièrement, on a une étape d'évaluation, puis on passe vers une étape de définition des objectifs et de l'élaboration d'une stratégie ou une politique de travail, puis on passe vers les plans d'action. Est-ce que le système de management peut s'appliquer dès l'élaboration de la stratégie de travail concernant les projets ou à partir de l'élaboration des plans d'action et l'exécution, etc. Ça, c'est pour la première question. Bon, question par question. Donc, OK. Question par question. OK. Donc, juste pour un projet, donc c'est une prestation de service ou c'est une prestation? C'est une prestation de service sous forme d'une étude, généralement. En tout cas, parce que, vous voyez le terme de référence que vous avez évoqué. Ouais. Le terme de référence, en fait, c'est la fiche technique. C'est la conception qui a été faite par le client. D'accord? Ouais. Le client, il vous dit, je veux ça. D'accord? Donc, le système de management, déjà, c'est la prestation de service. Bon, c'est le produit qui va être fourni. Donc, c'est le produit qui sera livré au client. Donc, nous, on va réaliser notre prestation en fonction des exigences du client, ce qu'il a demandé. D'accord? Donc, le système de management, en tout cas, il va gérer cette activité comme l'une des activités, comme l'un des produits, des services fournis par l'entreprise. D'accord? Ouais. Déjà, vous êtes le prestataire ou vous êtes de l'entreprise qui va faire le travail? Parce que ça dépend, nous, on se positionne où. Si je suis dans l'entreprise qui va élaborer le plan d'action, qui va élaborer le plan qualité pour le projet, d'accord?
Donc, c'est la conception. Donc, nous, on va faire la conception du produit demandé par le prestataire, par le client. D'accord? Si moi, je suis un prestataire, ça dépend, moi, je suis. D'accord? Donc, si moi, je suis une entreprise certifiée, ISO 9001, et je vais travailler avec un prestataire qui m'exige un cahier de charges à appliquer. Donc, je vais répondre aux exigences du client en répondant, donc en appliquant ces consignes. Donc, ça dépend. Donc, si c'est moi qui va élaborer, si c'est moi qui va élaborer ce cahier des charges, ce plan qualité, donc je dois écouter ce que veut mon client pour élaborer le cahier des charges. Sinon, si c'est le client qui a le cahier de charges, je vais appliquer. D'accord? Ça dépend de ma position. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Et on peut profiter de votre expérience également. Merci beaucoup, Simedi. Très gentil. Votre expérience également, ça nous intéresse parce que nous, on veut que ce soit un partage. Bien sûr, avec plaisir, Simedi. Merci beaucoup. Pour la deuxième question, Simedi, concernant l'audit, parce que l'audit, ça diffère avec le secteur de travail. Parfois, quand on est, par exemple, dans le secteur banquier, généralement, on parle d'audit financier, d'audit, etc. Quand on est parfois dans le domaine énergétique, etc., on parle d'audit énergétique, on parle… Donc, le secteur, ça diffère. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que tout organisme accrédité ou bien toute personne accréditée de faire la certification ou bien l'évaluation de la conformité à une norme peut travailler dans n'importe quel secteur de la même manière? Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris ou non. Oui, je vous ai bien compris. La réponse est facile, en tout cas pour cette réponse. C'est que pour nous, vous voyez, pour l'audit, déjà pour être auditeur, normalement, ça, il faut, déjà la norme, elle exige de faire des audits. Et parmi les exigences, donc, il faut qualifier les auditeurs. D'accord? Donc maintenant, on anticipe des choses qu'on va voir par la suite. Lorsqu'on dit on qualifie des auditeurs, pour dire que l'auditeur, il est compétent. La compétence, elle est basée sur trois choses. La compétence, elle est basée sur la formation initiale. Déjà, c'est ce qui est demandé, le processus de qualification avec les organismes tierce partie, d'audit tierce partie, ou même, pour notre entreprise, on doit qualifier nos auditeurs, donc on doit fixer les critères de qualification, donc notre procédure d'audit interne, comment on qualifie nos auditeurs. Donc, généralement, c'est la formation initiale, l'expérience professionnelle, donc, et la formation continue. Donc, généralement, pour être auditeur, il faut maîtriser déjà les techniques d'audit, parce que comment faire l'audit, comment le planifier, comment planification, comment réaliser des audits, tout ça. Et c'est développé dans la norme ISO 19011. Et les organismes, que ce soit de certification ou même nous, en tant qu'entreprise, lorsqu'on va faire notre procédure d'audit, on va se baser sur les critères de l'ISO 19011. Déjà, normalement, on va planifier une formation pour l'audit. Ça sera lancé prochainement. Et quoi d'autre? Et à part, donc, formation initiale, formation continue et expérience professionnelle. Lorsqu'on dit savoir-faire, donc l'auditeur, déjà, l'auditeur, il doit avoir une idée sur les techniques d'audit, donc l'ISO 19011, et il doit avoir une idée sur la norme qu'il va auditer. D'accord? Donc, moi, je peux être qualifié en tant qu'auditeur, mais je dois connaître la norme que je vais auditer. D'accord? Plus que ça, il doit avoir les compétences, parce que un auditeur, déjà, la 19011, elle prévoit, si jamais l'auditeur, il doit maîtriser l'activité qu'il va auditer. D'accord? S'il ne maîtrise pas, donc, je ne vais pas envoyer un gestionnaire, pour faire un audit
d'une centrale nucléaire. D'accord? Je ne vais pas envoyer, par exemple, un informaticien pour auditer un laboratoire d'analyse chimique. D'accord? Donc, il doit avoir les compétences nécessaires. Et si jamais je ne trouve pas, un auditeur qui maîtrise tous ces aspects-là, déjà, généralement, les audits, elles sont faits en équipe. Donc, il faut que l'équipe d'audit, elle soit composée de gens qui se complémentent. Et si jamais dans l'équipe d'audit, il y a des compétences qui manquent, on peut faire appel à des experts techniques qui ne maîtrisent pas l'audit, mais qui sont là pour leur demander des explications. Donc, pour vous, donc c'est facile. Pour vous, si vous êtes qualifié en tant qu'auditeur, donc c'est pour une norme bien déterminée, le principe d'audit sont les mêmes. Juste, il faut par la suite avoir une formation sur la norme en question. D'accord? Il faut justifier parce que nous, pour l'audit, on travaille toujours avec les preuves. Donc, il faut qu'il y ait des preuves. Et les preuves, on va voir, il faut les justificatifs de formation, les justificatifs de qualification, et ainsi de suite. Bon, seulement, avec les organismes certificateurs, si vous êtes auditeur 9001, vous ne pouvez pas faire un audit 45001. D'accord? Donc, vous devez être qualifié en tant qu'auditeur 45001. D'accord? D'accord. La dernière question, excusez-moi, mais... Ça va, je ne sais pas si j'ai répondu ou non à votre question. Mais c'est bon, c'est Mehdi, merci beaucoup. Oui? La dernière question, c'est Mehdi, quant à l'application d'une norme par un organisme ou par une personne accréditée, etc., parfois, on peut tomber sur une situation là où l'application de la norme n'a pas été faite à 100% ou bien d'une manière requise par, par le client. À ce moment-là, le client, que doit faire? Est-ce qu'il peut... L'auditeur. Comment? Il n'a pas appliqué. L'auditeur n'a pas appliqué les exigences telles que signalées, par exemple, dans la norme ISO 9001. Ouais. Ou bien il a appliqué à 80%, à 70%. Ouais. Ouais. Bon, Après, ce que je vous dis, déjà, pour la norme ISO 9001, on doit, si on veut se faire certifier, déjà, un système de management, il est composé aussi bien des exigences de la norme que des documents qu'on va mettre nous-mêmes, parce que la documentation d'un système de management, elle diffère d'un organisme à un autre. Ce n'est pas quelque chose qui est standard. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est standard. Donc, c'est quoi? Est-ce que vous m'entendez? oui, oui, je vous entends, c'est maître. Ok, parce qu'il y a des gens qui me disent on n'écoute pas, je ne sais pas. Bon, l'essentiel. Donc, ce n'est pas quelque chose de standard. Et nous, on doit répondre aussi bien aux exigences de la norme qu'aux exigences, donc à la documentation qu'on va mettre nous-mêmes pour gérer notre entreprise. D'accord? Donc, vous dites, on n'a pas répondu à 100% des exigences de la norme. C'est ça? Ouais. Normalement, on va voir par la suite que c'est une non-conformité majeure. Donc, s'il y a des exigences, parce que la certification, en fait, ce n'est pas quelque chose de difficile. Surtout la première certification. La première certification, on doit répondre aux exigences de la norme. On doit ressortir les exigences, les mettre en place. Elles sont là, l'auditeur, il va les trouver, c'est bon. Donc, on va mettre en place, appliquer, vérifier, donc faire les audits et faire la revue de direction. C'est bon, ça passe. D'accord? Mais si jamais il y a des points, des exigences de la norme qui ne sont pas satisfaites, si ce sont des points, des non-conformités mineures, ça passe. Si c'est majeur, si c'est une exigence de la norme, par exemple, la norme, elle vous dit, vous devez faire des formations. Et vous n'avez pas un plan de formation, vous n'avez fait aucune formation. Donc, c'est une non-conformité majeure. D'accord?
Si D'accord. vous avez mis en place un document exigé par la norme, mais que vous ne l'appliquez pas à 100%, vous voyez la différence? Le document, il est là, mais l'application, il y a des non-conformités ponctuelles. Parfois, par exemple, pour le personnel, on dit il faut que le personnel, il ait ses fiches de poste, ses fiches de fonction, son dossier personnel. On trouve qu'il y a des personnes qui n'ont pas de dossier. Bon, ils n'ont pas de dossier, c'est pas, ça dépend. Si c'est la moitié des personnes, c'est une non-conformité majeure. Si c'est quelques dossiers qui manquent, normalement, ça peut passer. Ce sont des non-conformités mineures et on peut être certifié sans toutefois avoir trop de soucis, mais qui seront vérifiés par la suite. D'accord. Merci beaucoup pour Et tout. l'essentiel, bon, déjà, s'il y a une exigence, c'est clair, l'entreprise doit, à laquelle on n'a pas répondu, c'est une non-conformité majeure. On ne peut pas se faire certifier. D'accord, c'est Pas déjà, l'auditeur ne peut pas, parce que l'auditeur, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recommander la certification. Et c'est l'organisme accréditateur qui va, le comité de certification de l'organisme certificateur, qui va délivrer la certification. D'accord? D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations constructives, Simek. Bon, merci à vous hein, pour l'échange. Merci. Donc, autre question? Monsieur Mahdi. On a encore 5 minutes. Oui, Monsieur Mahdi. Oui, Donc, qui veut intervenir? j'ai une question. Bon, est-ce que vous pouvez parler un peu plus haut pour pouvoir vous écouter? J'ai une question concernant l'identification du contexte de l'organisme. Oui. Donc, dans cette phase, on va identifier le contexte interne et externe. Et dans la situation actuelle, on a le coronavirus, l'épidémie. Je pense que c'est une contrainte aux menaces externes de l'entreprise. Toutes les entreprises sont fermées. Donc, comment l'ISO 9001 résoudre ce problème dans cette étape pour résoudre ce problème, pour assurer la continuité de l'activité? Bon, normalement, ce que j'anticipe toujours, hein, bon, normalement, on met en place un système de management, normalement, on a fait une analyse des risques. Cette analyse des risques, elle a été faite et on a prévu des moyens de maîtrise si jamais il y a ces problèmes-là et ces risques-là. D'accord? Et les risques, déjà, bon, les risques, pour les moyens de maîtrise, déjà, on parle, si vous vous rappelez, ils doivent être efficaces et ils doivent être efficients. D'accord? Et le coronavirus, bon, il y a des entreprises qui ont anticipé, qui ont pris en considération ce risque-là et qui sont prêts déjà. Ils ont un plan de continuité d'activité. D'accord? Oui. Rapidement, ils se sont adaptés, rapidement, ils ont maintenu leur activité. Bon, par exemple, ici en Tunisie, tout ce qui est enseignement à distance, tout ça, ça n'a pas été bien développé. Ça existe quelque chose, mais on n'a pas bien développé ça. Donc, on aurait pu prévoir ça dès le début pour que dans ce cas, ça peut être une alternative pour en fait, c'est les plans de continuité d'activité. Ils sont là pourquoi? Ils sont là, normalement, on fait des mesures de maîtrise pour éviter qu'il y ait ces risques-là. Mais si jamais ces risques, ils sont là, d'accord? Parce que le fait de mettre en place, faire analyse des risques, des moyens de maîtrise, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Mais lorsqu'il y a un problème, normalement, on devrait être, prêt pour des situations d'urgence. Comment on va faire? Comment on va corriger? Comment on va maintenir? D'accord? Déjà, il y a une norme il y a des entreprises qui sont certifiées. L'ISO 22301, je pense. C'est ça. L'élaboration de plan de continuité de l'activité. C'est ça.
Mais dans le passé, on n'a pas identifié ce contexte. Parce Bon, que, ce que je vous dis, ça dépend des entreprises, hein. Vous parlez de notre cas. Par ouais, exemple, notre cas en Tunisie. Mhm. Peut-être nous, on n'a pas anticipé. Mais il y a des entreprises qui ont anticipé ça, hein, qui ont pris en considération des moyens de maîtrise. Et maintenant, c'est comment on va faire, comment on va réagir. Bon, nous, par exemple, ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de faire la formation à distance. OK? La ouais, formation à distance, déjà, c'est comment dire, c'est un moyen de contourner ce problème-là qu'on n'a pas prévu. Bon, par exemple, PECB, l'organisme avec qui on travaille, déjà, il a prévu, donc il a comment dire, ses cours, sa plateforme de cours à distance. Donc, les gens peuvent consulter leurs cours à distance sur la plateforme. Il a sa plateforme d'examen à distance maintenant, puisque on ne peut pas se déplacer pour passer des examens de certification, ça peut se faire à distance. Donc, ça dépend de chaque entreprise. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est que même l'analyse des risques, si nous, par exemple, on n'a pas pris en considération ce risque-là, l'analyse des risques également, elle doit être revue. ouais, mise D'accord? à jour de, Mise à jour, parce que on a fait notre analyse des risques, mais il y a des problèmes qui n'ont pas été pris en considération lors de notre première analyse des risques. D'accord? Donc, on doit revoir notre analyse des risques et la mettre à jour. Il y aura de nouveaux risques qui vont apparaître et de nouveaux moyens de maîtrise qui vont être pris en considération. je pense que c'est les points de vérification de l'audit de futur. Comment les entreprises font face à ce contrainte. Donc, parmi les points à vérifier dans les audits de futur, Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. concernant les auditeurs. Les audits. Parce que, je vous donne, ce n'est pas que les audits. On a dit quoi? Pour nous, le système de management, il va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, si jamais, disons, 3 mois en arrière, avant la pandémie Ouais, du coronavirus, vous allez venir à un chef d'entreprise, vous allez lui dire, équipez-vous d'équipements de visioconférence, mettez vos données sur le cloud. Par exemple, ce n'est pas la peine que vos données soient sur votre ordinateur. Il va vous dire non, à quoi ça sert? D'accord. Équipez-vous de connexion à haut débit, travaillez à distance. Ils vont vous dire à quoi ça va servir. D'accord. En ouais, arrière. Maintenant, les gens qui n'ont pas fait ça, ils regrettent ça parce qu'ils peinent. D'accord? Donc, ouais, ouais, s'ils n'ont pas fait ça, c'est l'occasion. Maintenant, pas mal de personnes, il y aura beaucoup de choses qui vont changer après l'épidémie de coronavirus, hein. Donc, ouais, beaucoup de changements. Le monde ne sera plus le même. Et même les chefs d'entreprise ne penseront plus de la même manière. D'accord? ouais, Et il y aura des choses qui vont changer, hein, soyez sûrs. D'accord? ouais, Et ouais, surtout, bon, ce que je vous dis, c'est que généralement, le chef d'entreprise, c'est vrai qu'il est le décideur parce que c'est lui qui va, les décisions vers la fin, ce sont les investissements, d'accord, recrutement. Si vous allez lui dire tel, 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 il ne va pas, pour lui, c'est une perte d'argent. OK? Alors que, avec cette situation, bon, nous, on doit leur fournir les informations pour décider. D'accord? Et lorsqu'on dit décider, les informations, généralement, ces informations, elles sont, comme vous savez, une entreprise, elle a un budget. D'accord? On ne peut pas ouais, se permettre de tout maîtriser, de tout faire. Et on doit prioriser. Et cette priorisation dans la prise de décision, elle doit être faite sur les données fournies par le système. Et généralement, moi, je donne l'exemple des grandes firmes, des grandes entreprises. Généralement, il y a des. Bon, je peux donner, par exemple, l'exemple de Pauline.
Groupe Pauline en Tunisie. Ouais. Pauline, c'est 140 entreprises, je crois. 140 entreprises et le conseil d'administration, donc ils gèrent tout. Donc, s'ils vont se réunir pour une entreprise, ils n'ont pas plus que 360 jours sur 140, pas plus que 3 jours par an pour chaque entreprise. D'accord? Donc, pendant ces 3 jours, donc, ils doivent tout voir. Donc, c'est à travers ce système de management qu'on doit leur préparer le terrain pour prendre des décisions. Par exemple, nous, lorsqu'on regarde la télé, généralement, on dit « Monsieur le Président a décidé ». D'accord? Mais lorsque vous regardez, avant qu'il décide, on nous montre il y a un ministre qui rentre avec un tas de dossiers. D'accord? Donc, le ministre, il vient avec les dossiers. On a fait le travail. Il y a de l'administration qui a travaillé, des cadres qui ont travaillé. Et par la suite, c'est lui qui va décider sur la base des informations fournies. Des informations. Ouais. D'accord. Merci C'est bon? beaucoup, M. Mahdi, pour l'explication. Merci.